Moi, j'ai assisté à ce rapport en tant qu'ONG, avec un groupe d'ONG nationales et internationales qui ont présenté le rapport, un rapport alternatif au rapport de l'État mauritanien. Donc, plusieurs points ont été évoqués. Tout d'abord, il y a une très forte délégation mauritanienne, donc plus de 32 personnes. Donc, nous étions 2 personnes, ou 3. Et ce rapport a abordé plusieurs points importants. Tout d'abord, la vente des écoles, parce que nous avons commencé par l'éducation. L'éducation, c'est le moteur de développement de tout pays, surtout quand le pays est en voie de développement. Malheureusement, la Mauritanie a vendu les écoles, le patrimoine scolaire qui est en train d'être vendu. 6 écoles sont vendues pour construire des marchés ou des centres commerciaux à leur place. Une marchandisation très claire de l'éducation, le contenu même de l'éducation laisse à désirer, le niveau est très bas, les enseignants ne sont pas formés pédagogiquement et les salaires sont très minimes avec la montée des prix, une montée vraiment qui constitue de très graves problèmes au panier des ménagères et à tous les travailleurs. Donc, dans ce cadre, nous avons aussi, dans ce rapport, il a été aussi discuté largement la question de l'état civil. Parce que l'état civil, un enfant qui n'est pas l'état civil, il ne peut pas accéder à l'éducation. Auparavant, il y avait une circulaire qui permet à tous les enfants sans état civil d'intégrer le cursus scolaire jusqu'à le bac. Quand ils sont au niveau quand ils vont faire les examens du bac, c'est en ce moment qu'ils doivent amener leur état civil. Malheureusement, cette circulaire a été abrogée et aujourd'hui, celui qui n'a pas l'état civil n'a pas accès à l'éducation. Donc, vu le manque d'état civil à beaucoup de segments de la société mauritanienne, les enfants de la société mauritanienne, comme les enfants nés hors mariage, les enfants abandonnés, les descendants d'esclaves, les enfants de rapatriés, les enfants migrants et les enfants en situation de mobilité. Donc il y a aussi les enfants binationaux, dont soit surtout qui sont nés à l'étranger, d'une mère mauritanienne et d'un père étranger. Donc ces enfants sont laissés pour compte. Tout d'abord les descendants d'esclaves, c'est eux qui étaient dans ces écoles, parce que les parents n'ont pas, et les enfants des pauvres de toutes les communautés noires, arabes et tout ça, parce que les parents sont pauvres, ils n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants à l'école privée. Et aujourd'hui, avec les contenus qui laissent à désirer, tous les parents qui ont les moyens, des souches moyennes ou des souches riches, envoient leurs enfants aller dans les écoles privées. Là, les pauvres ne peuvent pas. Et ils n'avaient comme moyen que ces écoles qui sont vendues, surtout les enfants des gardiens, les enfants des manœuvres et les gens qui sont obligés et contraints à rester au centre-ville pour trouver le pain du jour. Nous avons aussi la situation des enfants en conflit avec la loi, parce que la Mauritanie est un pays très d'union entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, et beaucoup de réseaux de trafic d'enfants passent par la Mauritanie. Il y a aussi que la Mauritanie est un pays frontalier presque à 4 pays, le Sénégal, le Mali, le Maroc, l'Algérie d'un autre côté. Donc, tous les enfants migrants ou en situation de mobilité
passent par la Mauritanie, ou les enfants qui accompagnent les parents migrants. Et parfois les parents migrants aillent en Libye ou au Maroc ou en Europe et abandonnent les enfants en Mauritanie. Donc ils ont des difficultés, ils ont des droits à protéger, comme par exemple le droit à l'éducation, le droit à une vie, le droit à une couchette, le droit à la santé, le droit à l'eau, tous les droits élémentaires de l'enfant, surtout dans l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être protégé, en tenant compte que la Mauritanie a ratifié la Convention pour CEDAW pour la protection des enfants. Là, donc, elle doit mettre en œuvre cette convention parce que l'article 80 de la Constitution mauritanienne stipule que toute convention ratifiée a la suprématie sur les lois internes de ce pays. Donc, ces enfants sont laissés pour compte. Ils sont exposés à la délinquance juvénile, ils sont exposés à la vente de la drogue, ils sont exposés aux petits vols et aux petits crimes. Et là, aucune prise en charge sociale n'est accordée à ces enfants et ils ne bénéficient, à part les services minimums que les ONG donnent avec des moyens très limités et qui ne sont pas suffisants. Donc ces enfants aussi sont détenus. Chaque année, presque plus de 120 enfants passent dans les prisons, parfois plus. Donc ces enfants qui sont dans les prisons, actuellement dans la prison civile de Nouakchott, plus de 80 enfants sont emprisonnés avec les salafistes. Et c'est des enfants violents déjà, parce que soit des délinquants de Hora, soit des enfants qui ont commis des crimes. Et ils sont en contact avec des salafistes violents d'Al-Qaïda. Et ça, c'est le danger, et ça, c'est en contradiction avec l'intérêt supérieur de l'enfant. La même chose pour les jeunes filles mineures qui sont aussi en prison. Elles ont, depuis l'indépendance de la Mauritanie, ou depuis quand même qu'une prison des femmes existe, elles sont avec les adultes, les femmes adultes délinquantes de Hora. Donc il n'y a aucune séparation entre adultes et enfants dans les prisons et ça constitue une violation flagrante des droits de l'enfant et ça va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc la durée aussi de la garde à vue n'est jamais respectée à la police. Donc on peut garder un enfant 10 jours, une semaine, alors que la durée c'est 24 heures. Elle peut être prolongée à 48 heures, puis 72 heures, et après c'est fini. Donc elle n'est jamais respectée. Et il n'y a pas d'argument aussi solide pour les donner parce que ça n'existe pas ni dans la législation mauritanienne, ni dans la législation. Donc, et on la prolonge selon l'humeur de la police ou de la... Les visites des parents aussi sont un problème parce que les parents, il y a un durcissement réel des visites des parents. Donc parfois il faut toujours argumenter qu'aujourd'hui on ne peut pas visiter, demain on ne peut pas visiter, pour priver les parents de leur droit aussi de voir les enfants, de discuter avec les enfants, de moraliser avec les enfants, moraliser leurs enfants. Donc les inspections, et ça c'est un problème parce que nous avons le CARSEC qui est un centre de rétention des enfants, de rééducation des enfants. Ce centre a une capacité qui n'a jamais été une capacité de 40 personnes où il n'a jamais pris plus de 10% de sa capacité ou de 100 personnes. Même il a une capacité de 100 personnes, mais il n'a jamais pris que les 10%
Alors que les enfants, on les envoie en prison. Pourquoi pas on ne les envoie pas dans ce centre de rééducation pour changer leur mentalité? Et il n'y a pas de visite d'inspection indépendante. Il n'y a aucun mécanisme mis sur place pour la visite, pour l'inspection indépendante de ces prisons et de ces lieux où les enfants sont détenus. Malheureusement, nous avons toujours espéré que les institutions internationales, que l'État mauritanien mette sur place une institution d'inspection mixte qui implique les acteurs de protection dans les pays, parce qu'il faut une inspection indépendante. On ne peut pas dire que c'est l'État qui fait, mais il faut une inspection indépendante qui permet de ressortir la réalité. Et ces mécanismes n'existent pas. Aucun mécanisme aussi, parallèlement, se développe à cela, qu'il n'y a pas de mécanisme de plainte auquel les enfants peuvent se référer. Donc, et nous savons que dans la plupart des pays dans le monde, un mécanisme est mis sur place pour permettre aux enfants de poser des plaintes sur des situations dont ils sont victimes, que les mauvais traitants dans les prisons, dans les commissariats, les maladies qui ne sont pas soignées. Donc plusieurs cas de problèmes dont les enfants font face à l'intérieur des prisons, et ce mécanisme est nécessaire et recommandé aussi par l'ACD, mais il n'a jamais, et par les institutions internationales des Nations Unies, et il n'a jamais été mis en place en Mauritanie. Il y a aussi autre chose qui se développe à côté, c'est le manque de spécialisation du personnel, de la justice, personnel de la police, le personnel qui est censé prendre en charge la question de l'enfance. Donc, des magistrats spécialisés, des avocats spécialisés, des policiers, des gendarmes spécialisés, des mêmes gardiens pénitentiaires, des gardiens de prison. Il n'y a aucune spécialisation dans le domaine de la protection psychosociale des enfants. Et l'intérêt supérieur, la conscience de l'intérêt supérieur de l'enfance est absente totalement à tous les niveaux. Donc, je dirais aussi que jusqu'à présent, la Mauritanie n'a pas de plan national pour la prévention de la délinquance juvénile. Nous sommes un pays où les enfants sont exposés, où la pauvreté sévit dans les quartiers populaires un peu partout. Donc, et nous avons un taux de prévalence de la délinquance juvénile très élevé. Chaque jour, on se réveille sur plusieurs meurtres. Et il n'y a pas un plan national de prévention de cette délinquance du pays. Nous sommes une plateforme de passage de tous les réseaux de trafic humain, de la drogue, des papiers, tout. Et malheureusement, on n'a aucun plan de prévention. L'État n'a aucun plan national de prévention de la délinquance juvénile. Je reviens à la recrudescence de violence à l'égard des petites filles, des filles mineures. Donc, en Mauritanie, vous avez vu certainement le rapport du Human Rights Watch sur le viol. Nous avons énormément de cas de viol, de cas de mariage précoce, de cas de mutilation génitale féminine. Nous sommes en carence en matière de législation criminalisant ces pratiques inhumaines et dégradantes et ancestrales qui sont les viols, les mutilations génitales féminines, le mariage précoce et toutes les pratiques inhumaines et dégradantes dont sont victimes les enfants et en particulier les filles mineures. Donc, le mariage, on peut marier une fille à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il n'y a pas d'âge, c'est de la pédophilie. Donc le Code du statut personnel mauritanien, dans son article 6, stipule que l'âge du mariage est 18 ans. Mais dans le même article, et un peu plus loin, il dit sauf le mariage de l'incapable. Donc il a ouvert une brèche pour le législateur
lui permettant d'interpréter cet article, cette incapacité. Il n'a pas précisé qui est incapable et comment elle est incapable. Et qui décide son incapacité? Est-ce que c'est la loi qui décide son incapacité? Est-ce que c'est la santé qui décide le médecin qui décide son incapacité? Est-ce que c'est le juge qui le décide? Donc cette incapacité est décidée par le tuteur, qui lui-même est censé donner la fille en mariage. Donc il n'est pas neutre dans cela. Et ce n'est pas lui qui devait décider, et c'est un frein à la loi et à l'esprit de la Convention de protection, la Convention internationale de protection de l'enfant. Donc cette recrudescence du viol a engendré aussi le mariage précoce. Mariage précoce, l'essentiel dans ce mariage précoce, tout d'abord, ça peut être pour sauver l'honneur de la famille, parce qu'il y a une recrudescence des viols, et c'est les filles qui portent la honte à la famille, à la tribu et à la communauté. Soit aussi, et il y a lieu aussi de le souligner, une convention économique entre une famille pauvre et une famille riches ou entre deux familles riches pour améliorer et fructifier les richesses ensemble, soit un contrat politique entre une tribu ou entre deux familles pour avoir une force politique commune. Donc soit un contrat social entre deux cousins, entre deux tribus, pour aplanir soit les contradictions, soit pour se rapprocher de plus. Soit traditionnellement, c'est un cousin, c'est le fils de la tante, de l'oncle, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, quel que soit aussi l'âge de la fille. Elle peut être bébé, comme elle peut être aussi mineure. Donc cette situation aussi n'est pas tenue en compte dans la législation mauritanienne et il n'y a pas de loi pour se référer en matière de viol, en matière de mariage précoce, que cet article du Code de la famille, du Code du statut personnel mauritanien, qui vraiment a ouvert cette brèche d'interprétation aux magistrats. Et les magistrats aussi, c'est des sortants de Mahadra qui ont certaines connaissances de la jurisprudence musulmane, du Coran, mais aucune connaissance et aucune formation en matière de législation moderne. Ce qui favorise l'exploitation de cet article à tous les niveaux dans l'intérêt patriarcal de la tribu ou du patriarcat. Donc, la même chose pour les mutilations génitales féminines. Il y a eu des vétois, il y a une vétoire régionale, internationale, mais il y a une vétoire aussi de la Rabita des Oulémas mauritaniens. Mais tout cela n'est pas appliqué et il y a des gens qui résistent, des religieux eux-mêmes, qui font la propagande et qui résistent encore à l'annulation ou au rejet des mutilations génitales féminines. Et cette pratique continue largement à être utilisée à tous les niveaux, et surtout dans les zones rurales, les périurbaines et les urbaines. Donc, je reviens pour dire que nous avons tout d'abord d'autres catégories d'enfants qui demeurent encore dans des situations inédites. Par exemple, les descendants d'esclaves, les enfants esclaves qui quittent leur maître et qui bénéficient des procès. Mais les procès, malheureusement, il y a eu quelques procès qui ne sont pas nombreux, malgré qu'on a une bonne loi qui rend l'esclavage un crime contre l'humanité et qu'on a créé des tribunaux dans les 3 wilayas, donc dans 3 wilayas, des chambres pour juger les cas d'esclavage. Mais ces chambres n'ont pas les moyens
matériel ni humain. Leur formation fait défaut sur les questions d'esclavage et ils ne sont pas indépendants comme toute la justice mauritanienne est liée à l'exécutif. Donc les décisions viennent d'en haut et ne sont pas des décisions judiciaires qui viennent d'un jugement ou d'un procès. Et là, les jugements qui se sont posés, on met des condamnations énormes, on met de l'argent, parfois 1 million, parfois 6 millions, 5 millions, 20 ans, 10 ans, 5 ans, mais ça se termine en queue de poisson. Personne n'est emprisonné finalement. Et s'il est emprisonné, il ne fait même pas, il ne termine pas sa peine, ni la première partie de la peine, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5. Un seul est resté 8 mois. Alors qu'il a rendu 2 enfants. Il a pratiqué l'esclavage sur le plus inhumain sur 2 enfants. Donc ça, la situation est comme ça. Les enfants migrants n'ont pas l'accès à la justice. Les enfants en situation de mobilité sont utilisés par les formes les plus inhumaines et les plus dures de travail, les pires formes de travail. Donc sans respect des engagements de la Mauritanie sur les conventions de travail qu'elle a ratifiées et qu'elle devait mettre en œuvre. Et il faut dire aussi que la Mauritanie souffre du manque d'accès des enfants binationaux, surtout dont la mère est mauritanienne, à la nationalité. Et les enfants aussi naissant des familles qui ont été déportées au Sénégal et au Mali. Et aujourd'hui, ils sont en asile à l'étranger. Quand ils reviennent au pays, ils ne peuvent pas bénéficier de la nationalité, ni de l'état civil, ni de tout. Donc ils sont apatrides chez eux. Beaucoup d'enfants aussi sont apatrides, ceux qui sont nés hors mariage, ceux qui sont descendants d'esclaves qui n'ont pas l'état civil, parce que quand tu es dans ton pays et tu n'as pas l'état civil, toutes ces questions ont été posées à la Mauritanie. Donc, une panoplie de questions. Une première round, plus de 200 et quelques questions. La Mauritanie n'a répondu à une dizaine ou vingtaine de questions, avec des réponses mensongères qui ne tiennent pas compte de la réalité et pleines de contradictions qui ont été remarquées même par les membres du comité. Et chaque fois que l'État mauritanien, la délégation de l'État mauritanien, était dans l'incapacité de répondre à une question, elle se réfugie derrière la religion. Nous épuisons notre constitution, nos lois de la religion. On ne peut pas faire. Et ça, c'était la seule réponse qu'il donnait à beaucoup de questions. Donc, après les contradictions remarquées et l'incapacité de répondre à ces questions, surtout en ce qui concerne la corruption, en ce qui concerne tous les droits de l'enfant que j'ai cités ici et d'autres droits que je n'ai pas cités, la Mauritanie, pour la question sur la corruption, et nous savons que la Mauritanie est minée par la corruption à tous les niveaux, du haut sommet de l'État, et que toutes ces écoles ont été vendues au président de la République par ses courtiers et qui sont aujourd'hui construites, marchées pour son entourage, pour lui, pour sa femme et tout ça. Et que le stade aussi c'est la même chose. L'école de police, plus de 100 boutiques, 100 appartements sont construites sur un lieu public qui est interdit par la loi son occupation par l'entourage ou les courtiers du président. Les banques et tout ça. Donc il y a une très haute corruption au niveau des sphères de décision
de l'État. Et la Banque mondiale, la FMI, dans les rapports, la Mauritanie occupait je ne sais pas si c'est la 27e place, en tout cas une place dans les premiers rangs des pays où il y a plus de corruption. La réponse de la délégation, c'était quoi? Que la Mauritanie a créé une loi contre la corruption. Mais la Mauritanie a toujours créé des lois. Elle est championne en matière de ratification, en matière de création des lois, des stratégies et tout ça. Mais aucune réponse valable n'a été donnée parce qu'elle n'a jamais appliqué les lois, mais elle les crée. Et ça, c'est une avancée, elle les crée. Mais l'application, les lois sur des papiers, ça ne sert à rien pour les citoyens mauritaniens, pour le développement de la Mauritanie, pour un état de droit. Et je termine par un point qui me semble important. C'est que la Commission a axé beaucoup sur l'accès à la justice et l'applicabilité des lois, mais aussi l'adoption des stratégies qui permettent aux enfants la protection psychosociale, c'est-à-dire l'aide judiciaire, l'assistance économique, sociale et l'assistance judiciaire. Parce qu'il y a des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de prendre un avocat. Il y a des enfants où les parents n'ont pas les moyens de soigner. Et il y a des enfants où les parents n'ont pas les moyens de leur amener un repas à la prison, ni à la police, ni les nourrir même chez eux, chez leur propre famille. La Mauritanie a dit qu'elle a fait une stratégie en 2009 sur le droit de l'enfant, de protection de l'enfant. C'est vrai, il y avait une stratégie qui a été créée en 2009, malgré ses insuffisances et ses lacunes, mais elle n'a jamais été adoptée. Et on ne peut pas appliquer quelque chose qui n'a jamais été adopté. Et actuellement, avec Save Children, ils sont en train de réviser cette stratégie. Et elle n'est pas appliquée, elle n'est pas adoptée jusqu'à ce jour. Ils ont dit qu'ils ont adopté un code national, un code général de protection de l'enfant. C'est vrai qu'il y a un code général de protection de l'enfant qui a été fait, mais il n'a pas été adopté parce que la version en arabe et la version en français ne collaborent pas, pas la même chose. Il y a une différence entre les deux versions, ce qui retarde l'adoption de ce code. Donc nous avons l'ordonnance 2005-015, qui est le code pénal de l'enfant et qui mérite d'être révisé parce qu'il y a des lacunes et il y a des choses qui ne sont pas claires et que c'était une première initiative qu'il faut revoir, revoir ces lacunes et la réviser pour l'adapter à l'esprit de la Convention internationale de protection des droits de l'enfant. Donc, tout ce qui a été dit en général, c'est demander, la Commission a demandé à la Mauritanie s'est levée à la deuxième ronde des questions. Ils étaient acculés, ça se voit sur le visage, ça se voit sur le comportement, et ils se sont levés sans que la séance soit levée et sans que la présidente de la commission du comité, leur dit de partir, ils se sont levés, ils ont dit voilà, on va envoyer par internet nos réponses. Donc, et moi je trouve que c'est une maladroitesse qu'ils ne devaient pas faire une délégation officielle et le comportement laissé à désirer, ce n'était pas un comportement responsable d'un gouvernement responsable. Et aujourd'hui, on attend les recommandations de la commission du comité sur la protection des enfants. Parce que ces recommandations à la Mauritanie vont améliorer les conditions des enfants, vont améliorer les prestations psychosociales envers les enfants et ils vont améliorer la prise en charge sociale et l'accès à la justice. Parce que les enfants sont vulnérables, la protection des enfants est quelque chose de très important dans un pays sous-développé
dans un pays très dignon où il y a tous les passages de la drogue. Et surtout les enfants, il y a ce phénomène de talibés aujourd'hui, des enfants en situation de mobilité des enfants. Et la commission a interpellé la Mauritanie sur 22 enfants recrutés par le groupe Al-Qaïda au Mali, venant des camps de Mbéré et de Basque. Donc, sur aussi les enfants qui sont en prison avec les extrémistes religieux salafistes. Merci. Donc la Mauritanie a été aussi interpellée et recommandée dans le débat avec le comité. L'adoption de la loi sur les violences faites aux femmes, la révision du code du statut personnel en ce qui concerne l'âge du mariage et tout ça, mais aussi l'applicabilité de ces lois, mais aussi l'adoption de la loi sur les violences faites aux femmes et aux filles. Et la réponse de la Mauritanie, c'était que la loi a été votée par le Conseil des ministres et aujourd'hui elle est aux mains du Parlement, elle a été révisée parce que le Parlement l'avait rejetée et qu'elle va être adoptée par le Parlement. Et nous l'espérons qu'elle soit adoptée par le Parlement. Donc, jusqu'à présent, la loi n'a pas été adoptée. Donc, l'une des recommandations, c'est de réviser tous les mécanismes mauritaniens, les lois mauritaniennes qui ne peuvent pas être harmonisées avec l'esprit de la Convention et prendre en charge la question de l'enfant dans ces lois et adopter la loi sur les violences faites aux femmes.